Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire, un webinaire de rentrée. Vous êtes assez nombreux, vous êtes inscrits à être déjà connectés, donc merci pour cela. C'est un moment important pour nous car il s'agit de vous rendre des comptes tout simplement sur ce que l'on a fait pour vous, fait pour votre épargne en 2023. Donc on va évidemment, et c'est le titre de ce webinaire, on va évoquer les performances 2023. On va également évoquer les perspectives, mais on l'avait indiqué dans l'invitation. On va également essayer de répondre à un maximum de vos questions. Donc on en a recensé certaines que vous avez eu la gentillesse de nous adresser. On aura des moments de questions-réponses pour chaque partie et je vous présenterai ces parties juste après. Et à la fin de ce webinaire, on essaiera de répondre à un maximum de vos questions, ce qu'on essaie de faire à chaque fois, même si le temps vient à manquer parfois. Avant de commencer, on fait apparaître l'avertissement habituel, en tout cas que certains connaissent déjà. Donc ce sont pour la plupart en tout cas, et on en reparlera, des produits qui sont non garantis en capital, avec un risque sur les revenus et sur le capital, qui ont un risque de perte en capital, des revenus non garantis également. Je vais vous proposer le déroulé suivant. On va commencer sur la partie épargne, vie et retraite, donc avec l'assurance vie notamment, et c'est Amandine Lézy. Bonsoir Amandine. Bonsoir Baptiste, qui bonsoir est à la tous. directrice générale de Quorum Life. Ensuite, on parlera des obligations avec Alexis Trigot, qui est le directeur commercial vie et retraite. Et enfin, Philippe Servézy, qui est le président de Quorum Asset Management, qui est le directeur de l'immobilier chez Quorum. Donc encore une fois, alors, on va commencer avec, je vous ai présenté le sommaire, il y a ces trois parties. On va commencer avec l'assurance vie, avec les performances évidemment. On va y revenir tout de suite. On a quelques questions déjà pour commencer. Et à la fin, on pourra poser encore d'autres questions. Amandine, parlons de ce qui a été fait en 2023. On peut commencer par une nouveauté, peut-être ? Commençons par l'une de nos nouveautés, c'est Quorum Eurolife, le fonds euro qu'on a lancé début juillet. Alors je vous rappelle, un fonds euro, c'est un fonds à capital garanti. Vous ne pouvez pas perdre d'argent. Et en base, évidemment sur une base 12 mois, Quorum Eurolife sert un rendement, non, une performance de 4,45%. On avait dit qu'on ambitionnait de faire mieux que le livret A, donc objectif rempli. Très bien, merci beaucoup. Et donc ça, c'est un fonds en euros qui a été lancé, tu l'as dit, en cours d'année. En cours d'année, absolument. Et l'idée, c'est de saisir une opportunité liée à la hausse des taux. Oui, cette belle performance, elle s'explique surtout par la chance qu'on a eue de pouvoir lancer notre fonds euro dans un environnement de taux élevés. Et donc, on a pu profiter à plein avec l'argent que vous nous avez confié de ce nouvel environnement, ce qui explique ce rendement assez élevé. Assez élevé, en effet. Et c'est factuel. Mais Quorum Life, initialement, et dans son ADN, c'est de l'immobilier et des obligations. Quorum Eurolife, c'est un produit garanti, mais initialement, Quorum Life avait été construit avec des SCPI Quorum l'épargne et avec des fonds obligataires. Qu'est-ce que ça a donné en 2023 ? Alors merci pour cette transition. Comme vous le savez peut-être, il y a deux façons d'investir chez Quorum Life. C'est un peu comme au restaurant. Vous avez la carte ou le menu. Et chez Quorum Life, on vous propose 6 menus qu'on appelle les formules et qui sont des répartitions un petit peu différentes entre nos fonds immobiliers, les SCPI, et nos fonds obligations. Alors qu'est-ce que ça a donné sur 2023 ? Plutôt un bon millésime puisque les performances sont affichées ici en ordre croissant. Donc la moins bonne des performances, c'est pour Quorum Life Smart ISR qui a une performance sur 12 mois de 7,6%. Et on peut voir sur le slide suivant la performance des trois autres formules avec donc la formule qui a le mieux performé en 2023, c'est Quorum Life Entreprise, composée à 75% d'obligations. Et Alexis vous l'expliquera dans quelques instants, 2023 a vraiment été l'année de l'obligataire, alors qu'on va dire que les SCPI ont une performance plus régulière. Ok, plus stable. Effectivement, on va peut-être rappeler 2022 où c'était l'immobilier qui avait tiré vers le haut la performance oui. de ces différents profils, de ces différents menus. Et là, cette année, il y a eu un rebond. Ça montre, je pense, aussi la complémentarité de ces deux classes d'actifs.
En effet, classe d'actifs, c'est... De mettre de l'immobilier et des obligations ensemble, avec un immobilier, on va dire, là, qui assure un poids de stabilité, qui donne de la stabilité à la performance. Et puis, les obligations, où là aussi, on est dans l'économie réelle. Je vous rappelle qu'une obligation, c'est un prêt aux entreprises, pour faire simple, et où il y a effectivement des années où les performances sont, on va dire, il y a un peu plus de volatilité dans la performance, mais on voit que sur des bons millésimes, ça donne des résultats satisfaisants. Très bien, donc mandat rempli c'est aux épargnants de le dire, mais... Pour 2023. On peut peut-être rappeler quand même que, historiquement, même si Quorum Life est assez récent, ça a été lancé en 2020, l'objectif initial était d'être aux alentours, on va dire, de 5%, peu importe un peu les conditions et le contexte. En 2022, on était plutôt autour de 3%. Là, on est assez largement on va dire 10 pour faire ça, au-delà de 5. Exactement. Merci Amandine. On va passer aux questions, si tu permets. Je précise à tous les participants que ces questions n'ont pas été inventées par nos équipes chez Quorum. Ce sont bel et bien des questions que nous avons reçues. Donc aucun doute là-dessus. La première, Amandine, si tu veux bien, de nouveaux produits d'assurance, d'accord, mais tout le monde en propose. Qu'est-ce qui fait la différence ? Alors, peut-être on peut rappeler d'abord de quoi on parle en termes de nouveautés. Donc, on a déjà mentionné que Quorum Life avait lancé donc, son fonds euro, son fonds à capital garanti au mois de juillet dernier. Et puis, on a lancé ensuite dans l'été un contrat de capitalisation. C'est plutôt un produit pour les entreprises, mais je suis sûre qu'il y a des chefs d'entreprise parmi vous ce soir. Et puis, le dernier né de la gamme, un PER, un plan épargne retraite. Alors, je dirais, ces nouveautés, d'abord, elles sont nées de l'écoute qu'on a de vos besoins. Vous nous avez demandé ces produits. Et nous, notre rôle, c'est d'essayer de vous offrir le maximum de réponses pour répondre en fonction de vos différents besoins. Qu'est-ce qui fait la différence? Je dirais, je pense que j'avais parlé de l'ADN Quorum et de l'ADN Quorum Life. Finalement, quand on parle d'assurance vie ou de PER, on parle d'enveloppe d'épargne, alors qui ont des avantages fiscaux. C'est des avantages qui sont décidés évidemment par l'État. Et on considère que ces enveloppes, en fait, elles n'ont pas vraiment de valeur. Ce qui a de valeur, c'est ce qu'on met dedans. Ce sont les fonds qu'on met dedans. Et donc, notre choix fort chez Quorum, notre offre, elle se concentre sur les produits qu'on connaît, qu'on gère. On est dans une approche un peu en circuit court, on vend nos propres produits dans ces contrats, on vous offre ces enveloppes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de frais supplémentaires qui sont pris par l'assureur. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de frais, il y a bien des frais qui sont liés au SCPI et au fonds obligataire. La gestion de ces fonds se rémunère, mais il n'y a pas de couche additionnelle. Et donc finalement, quand je vous annonce les performances des formules, il y a quelques instants, c'est simplement la moyenne de la performance de chacun des fonds dans ces formules. Et donc finalement, les 3 enveloppes dont tu as parlé, elles sont construites de la même façon, avec des avantages fiscaux différents, avec qui répondent à des besoins différents, mais il y a la même construction. Et quand on parle Exactement. de Quorum Life entreprise, si on reprend la performance de tout à l'heure, ça a été la même dans les différentes enveloppes. Effectivement. Ok. On essaie de garder une offre simple et lisible, donc ce sont les mêmes fonds, les mêmes formules dans toutes nos enveloppes. Ok. Quel est le secret? Alors, tu as commencé à en parler, mais on va peut-être revenir dessus. Quel est le secret pour atteindre cette performance de 4,45% sur votre fonds euro? Et est-ce que ça va durer? Alors oui, j'en ai un peu parlé. Je crois que la réponse principale, c'est le calendrier du lancement de ce fonds euro début juillet 2023. Parfois, il faut de la chance. Parfois, il faut de la chance, il faut aussi être prêt à la saisir. Voilà, ça c'est ce qu'on essaye de faire chez Quorum, d'être opportuniste. C'est vrai dans toutes les parties, que ce soit, c'est vrai en immobilier, c'est vrai pour les obligations, c'est vrai aussi chez Quorum Life. Je vous rappelle que pendant très longtemps, l'État français s'est endetté à 0%, voire à des taux négatifs. Et en 2022, assez brusquement, ce taux il est passé à 3%. Et attends, juste pour préciser, tu parles de l'État français qui emprunte. C'est ce qu'on va retrouver en partie dans le fonds euro. Est-ce qu'il va expliquer? C'est effectivement, comme je l'ai expliqué, le fonds euro est un fonds à capital garanti. Et donc,
logiquement, puisqu'il y a cette garantie, le profil de risque de ce qu'on met dans un fonds euro est plutôt faible. Et parmi ce qu'on trouve dans des instruments financiers peu risqués, il y a donc toujours ces obligations qui sont émises par des États, des grands États comme la France ou l'Allemagne, et aussi des obligations qui vont être émises par des entreprises qui sont très solides financièrement. C'est pour ça que je parlais des taux d'intérêt de l'État français, puisque c'est un petit peu le taux qui sert de base au rendement, même si après, évidemment, on va aller essayer d'améliorer cette performance. Ça, c'est le secret maison. Donc, c'est surtout l'environnement de taux qui explique cette performance. Encore une fois, le fonds, il a 6 mois, donc c'est une performance qu'on a annualisée sur 12 mois. Et pour répondre à la seconde question, est-ce que ça va durer? Alors, ce qu'on a vu, on a vu une petite baisse des taux d'intérêt en fin d'année 2023. Le début 2024 est relativement stable, mais Christine Lagarde, la patronne de la Banque centrale européenne, a dit aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, ça tombe bien, qu'une première baisse des taux est probable d'ici l'été. Donc, chez Quorum, on s'attend à une baisse progressive des taux d'intérêt. Selon quel rythme? Ce sera à voir. Donc, probablement qu'on ne pourra pas réitérer. On ne pourra pas faire aussi bien que 4,45 sur 2024, mais évidemment, on confirme bien volontiers notre ambition de faire nettement mieux que le livret A, qui, je vous rappelle, dont le taux est à 3%. Et ça a été annoncé hier, je crois, dont le taux est maintenu à 3%. Une autre question, Amandine, faut-il choisir entre assurance vie et plan épargne retraite? Vaste question. Vaste question, je vais essayer d'y apporter quelques éléments de réponse. Je dirais que c'est surtout des produits complémentaires. Si on regarde d'abord du côté des différences, l'assurance vie, je dis souvent que c'est le couteau suisse de l'épargne. L'assurance vie, ça peut être utile pour financer l'étude de vos enfants, acheter une résidence secondaire, préparer votre retraite, etc. En revanche, le plan épargne retraite, il n'a qu'un seul objectif, c'est dans son nom, c'est préparer la retraite. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Concrètement, ça veut dire que l'argent que vous investissez, que vous versez sur un plan épargne retraite, il est bloqué jusqu'à votre départ en retraite. Il y a quelques cas exceptionnels, mais on va dire sont plutôt des accidents de la vie, donc sincèrement, on ne vous le souhaite pas. En revanche, sur une assurance vie, votre argent il reste disponible à tout moment. Et même si les avantages fiscaux, eux, n'arrivent qu'après une certaine période, l'argent n'est pas bloqué. En cas de pépin, vous pouvez piocher dans votre assurance vie. Et si on regarde maintenant ce qui est commun entre les deux produits, ce sont 2 enveloppes fiscales. On en parlait il y a quelques instants. L'assurance vie, c'est plutôt un cadeau fiscal à la sortie. Le PER, c'est très généralement un cadeau fiscal à l'entrée. Et puis, autre point commun, ce sont 2 enveloppes qui vous permettent de transmettre votre capital aux bénéficiaires que vous aurez choisi. Ok. J'espère que c'est clair et sinon on y reviendra un petit peu plus tard. Une dernière question pour cette première partie. Un des participants nous dit: j'ai une assurance vie et un plan d'épargne retraite dans un autre établissement. Est-il possible de procéder à des transferts et à quelles conditions? Alors, la réponse courte, c'est oui et non. Je vais m'expliquer. Alors oui pour le plan d'épargne retraite et non pour l'assurance vie? Pas encore en tout cas pour l'assurance vie. Alors, sur tous les plans épargne retraite, c'est possible, c'est écrit dans la loi. Et c'est vrai que vous ayez un autre PER. Donc, le PER, c'est le produit qui existe depuis 3 ans sur le marché. C'est vrai aussi des anciens produits. Alors, certains d'entre vous, si je vous dis les Madelin, ça vous est peut-être familier. Mais ça peut aussi également être des PER que vous avez eus dans vos entreprises. Tous les PER sont transférables. Je tiens juste à attirer votre attention que l'assureur que vous allez quitter peut prendre des frais de transfert qui dans certains cas, peuvent aller jusqu'à 5% du montant de votre contrat. Donc, je vous invite, avant d'initier ces démarches de transfert, à vérifier ces frais auprès de votre assureur. Sur l'assurance vie, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité de transfert. Il y a un projet de loi, la loi Husson, pour ne pas la nommer, qui a été adopté en première lecture, à voir si ça va aller plus loin. Je pense que ça ne vous surprendra pas si je vous dis que la Fédération de l'assurance est vent debout contre ce projet de loi. Nous, on y est plutôt favorable de notre côté. Très bien, merci Amandine. Merci Baptiste. On a encore d'autres questions, mais je propose qu'on y revienne après. Donc je
je t'appellerai à revenir un petit peu plus tard. Maintenant, on va laisser Alexis venir s'installer avec nous pour parler obligations. Bonsoir Baptiste, bonsoir à tous. Bonsoir Alexis, bienvenue. Donc, tu es le directeur commercial sur la partie vie et retraite et donc on va parler des obligations. Le titre de la diapositive, c'est Obligations 2023, l'année du retour en grâce. Tu vas nous en dire un peu plus. Ça paraît ambitieux. Oui, c'est vrai qu'on a une année 2023 qui est diamétralement opposée à 2022. 2022, si on fait encore un petit peu retour en arrière, on a vu des taux d'intérêt qui étaient proches de zéro remonter à des niveaux très élevés. Et à l'inverse, l'année 2023, c'est une année qui a été beaucoup plus, calme ou stable en termes de taux d'intérêt. Et ça nous a permis, et on va en parler juste après, d'aller chercher de la performance pour nos obligations, pour l'ensemble de la gamme du groupe et on va le détailler peut-être comment on a réussi à générer ces performances pour l'année 2023. Oui, je veux bien. On va commencer par les fonds qu'on appelle les fonds historiques, oui. Qui sont donc les plus anciens que l'on peut proposer. Peut-être rappeler BCO, BEHY, quel est leur objectif ou qu'est-ce qu'on peut attendre de ces produits. Oui, c'est vrai que les noms ne sont pas très parlants, je l'accorde. BCO, c'est le fonds historique de notre expertise de gestion d'obligations. On a lancé cette stratégie en 2008, donc c'est finalement le fonds le plus ancien de la gamme. Il a un double objectif, c'est préserver le capital lorsqu'on est dans un moment de marché baissier, par exemple. Quand c'est préserver les sommes investies. Exactement, l'épargne investie. Les protéger quand ça baisse. C'est ça, ou tout faire pour, en tout cas. Et c'est l'année 2022 ou l'année 2020, l'année Covid, c'est vraiment tout mettre en œuvre pour essayer de préserver cette épargne. Et à contrario, dans une année comme l'année dernière, en 2023, où les marchés obligataires sont porteurs, c'est d'aller chercher cette performance, peut-être pas l'intégralité de cette performance, mais finalement en capturer une grande partie pour que sur le long terme, parce que ça reste des placements long terme, la performance soit satisfaisante et récurrente et stable dans le temps. Okay. Voilà pourquoi on peut traduire, et c'est ce qu'on met à l'écran, BCO, le besoin de régularité, parce que c'est vraiment ce qu'on recherche avant tout avec ce fonds. Ok, et le second? Le second, c'est Quorum BEHY. C'est un fonds qui a finalement un ADN un peu plus dynamique, aller chercher la performance, toute la performance et même faire mieux que le marché si on voulait le comparer. Quand tu dis dynamique et marché, moi ça me fait penser au marché financier, au CAC 40, à différents indices boursiers. On ne parle quand même pas de choses très exotiques ou en tout cas très volatiles. Tu as raison. Alors, il y a quelque chose qui est vrai, c'est que tu évoquais le CAC 40, le marché financier. Là, on a un produit financier, mais qui est quand même en lien assez direct avec l'économie réelle parce que les obligations, pour rappel, qu'est-ce que c'est? C'est une source de financement pour des projets d'entreprise, des multinationales qui ont des besoins de développement ou des projets de croissance peuvent faire appel à des marchés financiers pour émettre un emprunt et payent un intérêt en contrepartie de ce prêt d'argent. Donc, ça peut paraître effectivement abstrait, mais c'est assez concret et vraiment connecté à l'économie réelle. Et donc pour revenir sur BEHY, c'est quoi la différence? BEHY a pour stratégie de vraiment aller générer la meilleure performance possible. Dans cette recherche de performance, l'année 2023, qui est donc vraiment l'année des placements obligataires, a permis de générer une performance très, très bonne parce qu'on est à plus de 12,8%. Alors c'était un des objectifs de ce webinaire, c'est de parler de 2023 et après on reparlera d'un autre produit d'épargne qu'on retrouve dans les contrats Quorum Life par exemple. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas en faire en 2024? Alors non, là, je parlais de la spécificité de l'année 2023 qui est vraiment singulière par le niveau des taux d'intérêt qu'on a constaté et qui est resté très haut tout au cours de l'année. On a, et pas plus tard qu'aujourd'hui, des annonces de la présidente de la Banque Centrale Européenne qui laisse entrevoir, et c'est la vision qu'on partage déjà depuis un moment, une baisse des taux pour 2024. Mais cette baisse, elle sera lente et progressive. Et donc, plus finalement cette baisse est lente et progressive, plus ça laisse une perspective d'aller continuer à générer cette performance durablement dans l'année, en tout cas dans la première partie de l'année en 2024. Et cette première partie de l'année,
elle est au moins sur le premier semestre. Donc tu es en train de dire qu'on peut faire encore de bonnes affaires parce que les taux ne vont pas baisser immédiatement et on ne va pas repasser à zéro. Oui, et si je voulais être un peu provocateur, je pourrais même te dire que c'est peut-être le moment le plus simple pour faire de bonnes affaires parce qu'on nous donne les règles du jeu futur en nous disant attention, les taux d'intérêt vont baisser, mais ils ne baissent pas tout de suite. Donc, faites vos emplettes et rendez-vous dans 6 à 8 mois. Mais tout le stock que l'on peut acheter d'obligations aujourd'hui contribueront finalement, ces obligations, à la performance future de nos fonds. À des niveaux de rendement qui sont très élevés. Ok. Et pour poursuivre sur les fonds obligataires que l'on retrouve, les produits obligataires, on a parlé depuis un peu plus d'un an maintenant d'un fonds qui s'appelle Corum Butler Entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Il a été lancé en novembre, fin novembre ou début décembre 2022. Comment s'est-il comporté? Est-ce qu'il a bénéficié de cette hausse comme les deux autres dont on a déjà parlé? Alors, je vais parler de ce fonds évidemment, mais avant je veux revenir sur ce qui le distingue des deux autres. C'est un fonds qu'on appelle un fonds daté, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est un fonds qui a une échéance, c'est-à-dire que l'épargne qui est collectée, exactement, il y a une date de remboursement. On vous donne rendez-vous en 2029 avec un intervalle dans lequel on doit répondre à un objectif de performance qui n'est pas garanti mais qui est ambitieux, de réaliser une performance annualisée de 5%. Et contrairement aux autres qui n'ont pas de date de fin connue. Et donc, la composition du portefeuille, elle va être différente. C'est-à-dire que les obligations qu'on va acquérir dans Corum Butler Entreprise, elles vont être traitées de manière différente. Mais le moment où on a lancé ce fonds, tu l'évoquais, c'est fin 2022, c'est finalement le meilleur moment pour créer un nouveau produit d'épargne parce qu'on va commencer à accumuler ce stock d'obligations lorsque les taux d'intérêt sont les plus élevés. Et donc, on accumule encore une fois cette réserve de rendement pour les années à venir. Donc, finalement, c'était le meilleur moment. Et ça reste encore un moment relativement bon pour continuer à collecter de l'épargne sur ce produit. Mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et je pense que c'est ce que l'on voit à l'écran. On écrit un produit disponible tant qu'il pourra vous faire profiter du contexte. Donc, c'est-à-dire que potentiellement, cette fenêtre, elle peut se refermer et c'est, j'imagine, lié à ce que tu viens de dire et d'une annonce potentielle dans un horizon plutôt court, on va dire, puisque c'est quelques mois, c'est ça, d'une baisse des taux. Exactement. Le lien entre les deux, il est évident. Ce qu'on ne maîtrise pas, on l'aimerait, mais c'est impossible, c'est la temporalité. Mais la direction, elle est actée. C'est-à-dire que la baisse des taux, elle est intégrée par l'ensemble des acteurs économiques. Simplement, on a à faire une projection sur est-ce qu'elle prendra 3, 6 ou 8 mois. Donc finalement, durant cet intervalle, c'est là où on peut continuer à faire de très bonnes affaires. Ok, merci Alexis. On va passer à la partie questions. Encore une fois, et de la même façon que pour les questions que j'ai posées à Amandine, ce sont des questions que nous avons reçues. La liste n'est pas exhaustive, mais on tentera de répondre à encore plus de questions pendant le temps qui est imparti à cela. L'an dernier, à la même date, les performances étaient négatives. Comment se fait-il qu'elles soient très bonnes cette année? Effectivement, c'est peut-être Pardon, mais pour élargir un peu la question, c'est que l'année 2023 était très bonne, mais il faut regarder les choses sur un temps plus long. C'est ce que l'on dit sur l'immobilier, mais je pense qu'il faut rappeler sur l'obligataire. Donc pourquoi ce rebond? C'est vrai parce que c'est des placements qui ont des durées de placement recommandées beaucoup plus longues. On n'est pas à 1 an, c'est plusieurs années, c'est du placement moyen terme. Je l'ai un peu dit en traduction, donc je vais essayer de ne pas me répéter, mais l'année 2022, elle est différente parce qu'on part avec des taux d'intérêt très bas, 0, qui progressent fortement. Et cette progression des taux d'intérêt, sans rentrer dans des considérations très techniques ou financières, elle a eu une conséquence négative sur la valeur des obligations. Qui a baissé. Exactement, parce qu'en fait, les obligations qui existaient déjà, elles se sont retrouvées avec des rendements très faibles, en compétition, si on peut dire, avec des nouvelles obligations avec un rendement beaucoup plus attractif pour l'investisseur, parce que les taux d'intérêt avaient augmenté. Donc finalement, la valeur de ce qu'on avait déjà a baissé. Exactement, avait fortement dégradé. Et en 2023, à l'inverse, justement, on est avec des taux d'intérêt élevés, et donc ce niveau de taux permet de contribuer à la performance simplement par le paiement de l'intérêt. Et ce niveau de taux, il est
assez stable sur toute l'année 2023. Donc en plus, les investisseurs ont eu le temps, et nous, dans la gestion de l'épargne que vous nous avez confiée, on a eu le temps de construire finalement toute cette composition d'obligations rentables dans les portefeuilles de nos différents fonds. Ok. Autre question, est-ce que les rendements des obligations sont toujours aussi intéressants? Alors, on en a un peu parlé, mais je pense que 2022, on part de 0. En fin 2022, on est à plus de 8,5. 2023, on est entre 8% et 6%. Là, à date, aujourd'hui, on est à plus de 6,5%. Donc, c'est toujours important de le mettre en perspective, d'où on vient, où on est. Et quand tu dis 6,5%, pardon, c'est le rendement une moyenne moyen des obligations à haut rendement. Exactement. Le rendement moyen de nos obligations, aujourd'hui, on a plus de 6,5%. Donc, ça reste relativement élevé et suffisant pour générer une performance pour l'ensemble de nos fonds. Ok. Merci. Avec une potentielle baisse des taux à venir, et c'est quelqu'un qui nous a écrit avant l'annonce dont on parlait tout à l'heure, avec une potentielle baisse des taux à venir, est-il toujours pertinent d'investir? Alors, encore une fois, je vais synthétiser, je vais répondre rapidement, mais oui, et encore plus aujourd'hui en ayant cette information qu'hier. Parce que, encore une fois, on va faire un stock d'obligations avec des taux relativement élevés dans une perspective de baisse de ces taux d'intérêt. Donc, on accumule, on stocke une rentabilité pour les mois et les années à venir. Merci Alexis. On aura d'autres questions pour toi. Je sais qu'il y en a certaines qui ont été posées, mais on va laisser la parole à Philippe. Donc, à tout à l'heure. Tout à l'heure. À présent, donc nous allons parler d'immobilier, comme c'était prévu et comme je vous l'avais annoncé. Et donc j'accueille Philippe Servézy, qui est le directeur de l'immobilier et le président de Quorum Asset Management, qui gère donc les SCPI et l'épargne qui est confiée à travers les SCPI. Bonsoir Philippe. Bonsoir Baptiste, bonsoir à tous. Donc on va parler des objectifs. On répond déjà avec ce que vous avez vu à l'écran. On dit des objectifs de nouveau tenus en 2023. On parlera des perspectives ensuite, de la valeur du patrimoine des SCPI, parce que c'est une question que tout le monde se pose depuis un certain nombre de mois maintenant. Peut-être rappelons les objectifs et la raison de ces objectifs. Tout à fait. Donc des objectifs qui sont maintenant connus, puisque ça fait des années qu'on en parle. 6% sur Quorum Origine, 5% sur Quorum XL, 4,5% sur Quorum Orion. La raison de ces objectifs, disons que ce sont des fonds, des SCPI qui sont complémentaires avec des objectifs différents. On va le voir, le taux de rendement interne va s'afficher, on en reparlera. Tu nous expliqueras ce qu'est le taux de rendement interne, évidemment. Absolument, il est différent selon les SCPI, les différentes SCPI de la gamme. Elles ont des objectifs différents, elles ont des zones d'investissement différentes, comme vous le savez, mais on va avoir l'occasion d'y revenir. Et des risques différents. Absolument. Alors commençons par les performances et dévoilons les performances. Je te laisse les commenter. Oui, alors une bonne année 2023 avec des performances qui ont été tenues. 6,06% sur Quorum Origine, 5,40% sur Quorum XL et 5,67% sur Quorum Orion. Il y a le taux de rendement interne qui s'affiche également, sur lequel on reviendra ensuite. Je rappelle que le taux de rendement interne, pour le définir, pour que tout le monde l'ait en tête, c'est effectivement ce que vous rapporte votre investissement. Ça prend en compte notamment le rendement tel qu'il s'affiche ici, qu'on appelle également le taux de distribution, mais également les augmentations de prix de part et les ventes. Ok, donc c'est combien j'ai dépensé, combien j'ai encaissé avec les loyers, les éventuelles plus-values quand il y en a, et ce que je récupère à l'échéance. C'est la moyenne de ce que rapporte l'investissement de façon annualisée. Ok, merci Philippe. À présent, on va pouvoir parler de la valeur du patrimoine. C'est une question qui est revenue quand on a préparé ce webinaire. Vous avez été très nombreux à nous écrire. Il y a eu des expertises en fin d'année, comme chaque année. Elles sont menées par des experts indépendants. Comment a évolué la valeur des patrimoines de ces SCPI ? Oui, alors ça a été effectivement le grand sujet de l'année 2023, avec parfois beaucoup d'articles de presse assez anxiogènes sur les prix, les fameux prix de part des SCPI qui dépendent de la valeur du patrimoine. Donc en effet, il y a une campagne d'expertise qui a été menée au 31 décembre par des experts indépendants qui sont globalement les mêmes pour toute la place. Il y a 4 très grosses sociétés. Nous, nos experts, ce sont 2 de ces grosses sociétés. Tu peux nous les donner ? On peut les donner. Ce sont, chez nous, c'est BNP Real Estate et Jones Lang LaSalle qui expertisent le patrimoine. C'est différent selon les SCPI. Ces expertises ont été réalisées au 31 décembre 2023, revues en interne par un évaluateur indépendant. Et
Aujourd'hui, on peut communiquer sur l'évolution de la valeur du patrimoine entre 2022 et 2023, et on voit moins 1% sur Quorum Origine, moins 2% sur Quorum XL, plus 1% sur Quorum Orion, que c'est dans l'ensemble relativement stable, ce qui est, je pense, plutôt une bonne nouvelle pour nos porteurs de parts. Je crois également, en tout cas c'est ce qui était attendu, c'était nos convictions, et c'est ce qu'on avait affiché notamment en septembre, on avait défendu le fait qu'on était confiant par rapport à ce qui avait pu être acheté. On pourra peut-être développer un peu plus. Oui, on va développer. On était confiant parce que on avait, pour des choses sur lesquelles on a déjà partagé, on avait depuis longtemps limité et maîtrisé notre collecte. On avait un terrain d'investissement relativement large. Et puis, on avait refusé parfois d'acheter à des prix très élevés. Mais on va développer ça. On va y revenir et on développera évidemment. Pour les questions qui nous ont été posées, c'est assez lié. Et tout de suite dans le vif du sujet, oui. Beaucoup de vos concurrents ont baissé leur prix de part cette année. Pourquoi pas vous ? Voilà, alors c'est très bien parce que ça permet de clarifier les choses. Donc en effet, il y a plusieurs sociétés de gestion et donc plusieurs SCPI qui ont baissé leur prix de part en 2023. Si on regarde, ça a été beaucoup des sociétés de gestion qui ont ce qu'on appelle beaucoup de stocks, c'est-à-dire qu'elles ont beaucoup d'immeubles qui ont été achetés notamment au cours des 4-5 dernières années. C'est pas notre cas ? Si, je vais y revenir. Et notamment beaucoup d'immeubles de bureaux et je dirais encore plus loin, beaucoup d'immeubles de bureaux en France et notamment concentrés en région parisienne et en Allemagne. Alors, tu as raison, c'est notre cas. On a beaucoup acheté au cours des 4 ou 5 dernières années, mais de façon différente. Donc, je vais développer. La première des choses, on le répète souvent, mais c'est évidemment important. On a vraiment limité notre collecte à partir de 2016. Et pourquoi à partir de 2016 ? Parce que c'est le moment où le marché, selon nous, a commencé à s'emballer. C'est le moment où les prix ont commencé à monter en flèche. Et si vous regardez, ça correspond aussi à peu près au moment où on a arrêté d'investir en France et en Allemagne. Et on a commencé à se diversifier de plus en plus à l'étranger. Et on peut dire d'ailleurs que le dernier investissement avant 2023, c'était en 2016 en France ? Alors en France, il y a eu un immeuble acheté en 2017, c'était une vente en l'état, ce qu'on appelle une vente en l'état futur d'achèvement. Donc l'immeuble a été livré et sorti de terre en 2018, mais il n'y en a eu qu'une seule. Et avant ça, en effet, c'était 2016. Donc effectivement, très faible. Et c'est à peu près la même chose en Allemagne. Okay. Donc c'est la première des choses, c'est ce qui explique que nous, on n'a pas baissé ce prix de part. Les autres éléments qui expliquent ça, c'est purement mathématique, c'est lié au prix à l'acquisition. Qu'est-ce qui a entraîné la baisse de la plupart de la valeur ? Le prix à l'acquisition, si on veut le dire autrement, c'est le rendement sur chaque immeuble. Le prix, prenons simplement le prix de l'immeuble, tout simplement. Le prix de l'immeuble est déterminant dans la valeur. C'est très simple. Lorsque vous achetez un immeuble, vous rentrez à un certain prix. Soit vous faites une bonne affaire, vous achetez pas cher, donc vous en avez sous la chaussure, comme on dit, c'est-à-dire que la vraie valeur de votre immeuble, finalement, elle est supérieure à votre prix d'acquisition. Donc vous êtes un peu plus protégé si le marché change, donc si les prix baissent. À l'inverse, si vous achetez un peu cher parce que vous êtes dans un marché où il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de compétition, vous allez avoir tendance à surpayer un peu votre immeuble. Donc là, ça va être plutôt l'inverse. Il ne va pas falloir que le marché baisse parce que sinon, vous êtes déjà un peu limite. C'est pour ça qu'on avait décidé de maîtriser la collecte en 2016 et c'est pour ça qu'on a toujours refusé d'acheter à des prix trop important, ce qui se matérialise en fait sur nos taux de rendement. C'est ça. Si vous regardez nos taux de rendement, je rappelle juste que ce qu'est le taux de rendement pour tout le monde, c'est très simple, c'est une division, c'est ce que rapporte un immeuble sur une année. Donc c'est le loyer annuel divisé par le prix d'acquisition. Si vous achetez sur des taux de rendement à 3 ou 4%, comme ça a été le cas pour beaucoup d'investisseurs, pas seulement des SCPI, dans Paris notamment, où les immeubles valaient plutôt d'ailleurs 3 que 4%, le jour où les taux d'intérêt remontent, comme on l'a vécu en 2023, vous avez un impact qui est beaucoup plus important mathématiquement que si vous achetez plutôt des immeubles à 7 ou 8%. C'est mathématique. Oui, alors on entend pourtant que rendement élevé veut dire risque élevé. Je vais le dire à Alexis tout à l'heure. C'est la rengaine classique de l'immobilier qui consiste à dire... Pas que de l'immobilier. Alors, c'est vrai, tu as raison, ce n'est pas que de l'immobilier, mais on l'entend quand même beaucoup dans l'immobilier. On a tous entendu, en grandissant, l'immobilier, c'est localisation, localisation, localisation. Et en fait, ça nous induit un petit peu en erreur. L'immobilier, c'est vrai que, contrairement à une action ou une obligation, pour le coup, c'est tangible, on peut le toucher, mais la valeur change. Elle met plus de temps à changer qu'une action ou une obligation où ça va très vite, mais elle change. Donc, le même immeuble a une valeur très différente dans le temps et on peut faire une très bonne affaire et une bien moins bonne affaire en fonction du timing à l'acquisition. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est absolument primordial dans notre approche. Absolument. Ok.
Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur pour expliquer le fait que le prix de part n'est pas baissé en 2023? Il y a un autre élément qui est aussi très important, c'est la gestion au quotidien. On le met souvent en avant. On a des équipes dans plus de 7 pays qui gèrent nos immeubles. Ce sont des experts de chaque marché. Et chaque année qui passe, il y a un travail de gestion qui est fait, avec notamment des baux qui sont re-signés, des loyers qui peuvent parfois être augmentés, ce qui contribue en fait à aller créer plus de valeur sur l'immeuble, lui donner plus de valeur. Donc imaginons qu'un expert vienne pénaliser le taux de rendement parce que le marché immobilier baisse. Si vous avez augmenté le loyer, si vous avez étendu la durée du bail, que vous avez fait un bon travail de gestion, vous allez compenser cette baisse de valeur. C'est des éléments qui vont venir contre exactement. Et pour le coup, sur la création, sur cette chaîne de valeur, on a quelque chose d'assez unique chez Quorum parce que c'est vraiment des gens en interne, de chez nous, qui gèrent les immeubles. Le schéma est un petit peu moins commun, un petit peu moins usuel. Souvent, on a recours à des très grosses entreprises. Typiquement, j'évoquais un BNP qui va gérer le patrimoine pour un investisseur basé en France et qui va gérer le patrimoine à l'étranger. Nous, ce n'est pas le cas. Ce sont des salariés de Quorum en direct. Ok. Et ça, c'est un modèle unique selon toi? Je ne sais pas si c'est un modèle unique, mais c'est un modèle qui est un peu différent de beaucoup d'investisseurs. Ok, merci Philippe. Pourquoi les performances baissent légèrement alors que les loyers devraient augmenter avec l'inflation? Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Alexis, il faut regarder son épargne et ses placements sur un temps long, en tout cas quand on parle d'obligation, quand on parle d'immobilier. On peut peut-être rappeler la performance par exemple de Quorum XL de 5,97 en 2022, c'est 5,40 en 2023. Tout à fait. Sur les trois, ça a légèrement baissé, c'est une bonne question. On avait fait 6,88 sur Quorum Origine contre 6,06, on avait fait 5,97 sur Quorum XL contre 5,40 et on avait fait 6,47 sur Quorum Orion contre 5,67. Donc, comme je le disais au début, on est au-dessus de l'objectif, mais on fait moins bien que l'an dernier. C'est tout à fait vrai. Pourquoi? Alors, il y a 3 explications. La première, elle est liée finalement à plutôt une bonne nouvelle initiale, c'est qu'en 2022, on a augmenté nos prix de part. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nos clients. Le seul problème, c'est qu'en augmentant nos prix de part, on impacte directement le rendement de l'année suivante. Pourquoi? C'est très simple. Comment est-ce qu'on calcule ce taux de distribution, ce rendement qui était affiché? C'est une division. Donc, on additionne finalement tous les dividendes que vous avez touchés mensuellement sur votre compte et on divise la somme de tous ces dividendes par un seul élément, le prix de part. Donc, le prix de part est le dénominateur de la division. Donc, mécaniquement, si on augmente le prix de part, on vient diminuer le rendement. Or, et on pourra nous dire, qu'avec l'inflation, il y a une indexation. Alors, je vais y revenir, mais en fait, en augmentant le prix de part et de façon relativement importante parce que c'est entre 3 et 5% selon les SCPI. Donc, ce n'est pas une petite augmentation de prix de part comme on en voit parfois à 0,5%. On impacte vraiment fortement le rendement. C'est-à-dire que, pour schématiser, on part avec un handicap quand même assez important au 1er janvier de l'année suivante. Tu as raison. Il y a eu beaucoup d'inflation en Europe en 2022 et ça a entraîné des indexations importantes en 2023. Cette indexation, elle nous a permis de compenser, mais seulement en partie, l'augmentation de prix de part. Et ensuite, on peut d'ailleurs peut-être prendre l'exemple de Quorum Origine. Tout à fait. Où tu as parlé de 6,06, on peut décomposer ce 6,06 où il y a des plus-values et des loyers. J'allais y revenir parce que c'est mon dernier point, je vais parler des ventes. Mais d'abord, je voulais juste parler d'un autre élément qui impacte quand même assez fortement la performance cette année, c'est l'augmentation du coût de l'emprunt, du coût de la dette. L'an dernier, on s'endettait entre 0,70 et 1%. C'est ce que coûtaient les intérêts. Mais juste pour être bien clair, c'est la SCPI qui s'endette pour acheter des immeubles. Tout à fait, la SCPI s'endette pour acheter des immeubles. De façon très raisonnable, on a des taux d'endettement sur nos SCPI qui sont entre 10 et 15%, donc c'est très faible, mais ça a quand même un impact. Ça a quand même un impact parce que l'emprunt coûtait environ 1% à la SCPI il y a un an et qui coûte aujourd'hui environ 4,5%. C'est toujours cette fameuse augmentation des taux d'intérêt. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas quelque chose de définitif, puisque quand les taux baisseront, mécaniquement, ça coûtera moins cher à la SCPI. Cette dette, elle n'est pas engagée sur 8 ans ou 10 ans ou 20 ans? La plupart de nos dettes sont ce qu'on appelle des dettes court terme, c'est-à-dire que ce sont des emprunts qu'on peut rembourser sur des échéances entre 1 et 3 ans, les plus longs sont de 5 ans, mais la majorité ce sont ce qu'on appelle des court termes. En revanche, ça impacte quand même le coût de l'emprunt et les intérêts payés par la SCPI, donc ça impacte la performance. Et le dernier élément que tu avais un peu anticipé et qui est très important, ce sont les ventes. En 2022, on a vendu
pour plus de 150 millions d'euros. En 2023, on a vendu pour 25 millions d'euros. Alors on a réalisé des plus-values aussi en 2023, mais forcément, ça a moins d'impact. Souvenez-vous, en 2022, on avait notamment vendu sur Corum Origins ce fameux immeuble de Francfort pour 95 millions d'euros. 24 millions de plus-value, ça avait eu un gros impact. Tu parlais de la décomposition. L'an dernier, le taux de distribution issu des loyers pour Corum Origins, c'est 5,94%. Cette année, le taux de rendement issu des loyers pour Corum Origins, c'est 5,94%. Alors que le prix de part a augmenté. Exactement. Il n'a pas bougé, il s'est même amélioré alors que le prix de part a augmenté. En revanche, l'an dernier, on a distribué 6,88 parce qu'on a eu un dividende exceptionnel de près de 100 points de base. C'est la différence entre les deux, lié aux ventes. Cette année, le dividende exceptionnel, ça a été la différence entre 6,06 et 5,94, donc c'est 12. Quand je dis point de base, tu as raison, c'est 12 points de base, donc c'est 0,12 de différence. Donc c'est quand même un gros impact par rapport à l'an dernier. Mais tu as raison, le fait qu'il y ait eu beaucoup moins de ventes, 25 millions par rapport à 150 millions, c'est un impact extrêmement important. Ok. Merci. Une autre question, et il y en aura d'autres évidemment. Le taux de rendement interne que tu as défini tout à l'heure de Corum XL est de 4,28% sur 5 ans, alors que l'objectif est de 10% sur 10 ans. Allez-vous revoir l'objectif ou vous maintenez vos prévisions ? Alors, c'est une bonne question. La première des choses, c'est qu'on n'a pas peur de revoir l'objectif quand on pense qu'il faut le faire. Vous noterez peut-être qu'on a revu celui de Corum Orion cette année, mais plutôt dans le bon sens. Il était à 4,5%, on l'a passé à 6,5%. On parle bien du taux de rendement interne. Le taux de rendement interne, tout à fait. On parle du taux de rendement interne et pas du taux de distribution. On l'a fait sur Corum Orion parce qu'on pense que Corum Orion bénéficie d'un marché favorable avec la crise actuelle où voilà, Corum Orion a beaucoup investi dans un marché dégradé, donc on pense que Corum Orion, sur le long terme, aura la possibilité de créer beaucoup de performances. Sur Corum XL, vous avez raison, pour l'instant, on est en dessous de l'objectif. Est-ce qu'on compte le revoir ? Non. Pourquoi ? J'évoquais tout à l'heure le taux de rendement interne et je disais qu'un des éléments qui a le plus d'impact sur le taux de rendement interne, ce sont les ventes. Je vais vous donner un chiffre. Sur Corum XL aujourd'hui, on a à peu près 1,7 milliard de patrimoine. On a fait jusqu'ici 25 millions d'euros de ventes. Donc c'est très très faible. Pour faire une comparaison avec Corum Origins, qui a un taux de rendement interne qui est de plus de 6,80 je crois, sur Corum Origins, on a vendu pour plus de 350 millions d'euros. Donc c'est énorme comme différence. On a des obligations réglementaires qui font qu'on ne pouvait pas énormément vendre sur Corum XL jusqu'ici. Corum XL reste un fonds jeune, il faut le rappeler, il a 6 ans. 2024 doit être l'année des sessions sur Corum XL et ça, je peux vous dire qu'on y travaille. Et voilà, on a de très nombreux participants là, donc j'ai des témoins. Oui, non, mais il n'y a pas de problème. Voilà, j'espère qu'on aura plein de choses à vous annoncer très prochainement et vous verrez que ce taux de rendement interne, il va en fait évoluer très vite au fur et à mesure des ventes. Après, il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi. On a un marché qui n'est pas le meilleur marché pour vendre aujourd'hui. On a quand même des opportunités, notamment grâce au travail de gestion. Donc voilà, mais je vous donne rendez-vous en 2028 quand ça fera 10 ans et on tient vraiment à cet objectif et non, on ne compte pas le revoir. Et on les défend. Ok. Une autre question, était-ce pertinent d'augmenter votre prix de part en 2022 au regard du contexte actuel ? On peut peut-être rappeler, pour ceux qui avaient moins suivi à l'époque, l'augmentation du prix de part de Corum Origins avait lieu le 1er avril. L'augmentation du prix de part de Corum XL, c'était au 1er juin de mémoire, et Corum Orion au 1er juillet. Tout à fait. On n'avait peut-être pas eu toute la hausse des taux. Non, mais je pense que c'était indépendant de ça. C'est-à-dire que quand on prend une décision sur le prix de part, on prend une décision qui est basée sur les expertises du 31 décembre. Donc en 2022, on a basé notre réflexion sur le 31 décembre 2021 et les valeurs d'expertise qu'on a eues à ce moment-là. Oui, on ne regrette pas d'avoir augmenté le prix de part. Et oui, je pense que si c'était à refaire, on le referait. Pourquoi ? Il y a deux choses qui sont absolument essentielles. Tu aurais pourtant affiché des rendements plus élevés. Oui, tout à fait. Tu as raison. Mais c'est un choix qui va dans le sens de l'épargnant. Je vais l'expliquer. Mais quand vous avez un prix de part qui est très décorrélé de la valeur de vos expertises, comme c'est arrivé sur certains de nos fonds, on avait parfois des différences de l'ordre de 7 ou 8% entre le prix de part avant cette augmentation et ce qu'il devrait être suite aux valeurs d'expertise réalisées au 31 décembre 2021. Finalement, c'est une sorte de fausse promesse, c'est-à-dire qu'on vous dit le patrimoine vaut beaucoup plus cher que le prix de part aujourd'hui, mais vous ne cristallisez pas, ça ne se matérialise pas, ça ne vient pas dans la poche de l'épargnant. Le jour où on décide d'augmenter le prix de part, c'est quelque chose qui est acquis pour vous. C'est-à-dire que si vous aviez payé 1 000 € et qu'aujourd'hui on est à 1 135, voilà, c'est quelque chose qui est cristallisé dans la poche de l'épargnant. Nous, on a toujours fait le choix chez Corum de rester au plus près
du prix de part. Alors on ne le colle pas, on prend toujours une marge, voilà, c'est aussi l'idée. Hein. Il faut être prudent, on est sur un marché immobilier, on vient de le dire, qui peut évoluer, on le voit dans le contexte actuel. Après, on ne fera jamais un choix que je qualifierais de commercial qui consiste à rester à 9,5%, donc c'est-à-dire d'avoir en fait un prix de part 9,5% en dessous de la vraie valeur du patrimoine tel qu'expertisé par les experts indépendants, tout ça pour maximiser finalement la distribution du dividende. Pourquoi je dis 9,5% ? Puisque le gérant a en fait une latitude entre plus 10% et moins 10% pour faire évoluer ses prix de part. Nous, on a toujours fait le choix d'essayer de coller le plus possible rapprocher à la vraie valeur. On pense que c'est dans l'intérêt de l'épargnant, que c'est dans l'intérêt du client, parce que sinon, encore une fois, ce n'est pas matérialisé. Donc lui, il ne l'aperçoit pas finalement, cette augmentation de valeur. Ok, très bien. Merci Philippe. Je vais te demander de rester et je vais appeler Amandine, qui était là tout à l'heure et qui est la directrice générale de Quorum Life, et Alexis Trigaud, qui est directeur commercial de la partie vie et retraite, pour aborder les questions auxquelles nous n'avons pas encore répondu et que vous avez posées dans le fil de discussion qui est disponible à la droite de votre écran. On va commencer avec toi, Amandine. Une question de Bruno S. Est-ce que le rendement de 4,45% sur le fonds en euros est net de frais de gestion ? Alors oui, il est net de frais de gestion, absolument. C'est effectivement tous les assureurs communiquent sur un rendement du fonds euro qui est net des frais de gestion, mais qui est brut des prélèvements sociaux qui vont être appliqués sur les intérêts du fonds euro. Ok. Et donc, on parle des frais de gestion. À quoi ils servent ces 0,6% que l'on voit prélevés, je crois, sur les espaces de nos clients ? Absolument, ils sont prélevés mensuellement. J'ai dit tout à l'heure que on considérait que les enveloppes, que ce soit l'assurance vie ou le PER, n'avaient pas de valeur. En revanche, les gérants, eux, ils créent de la valeur, ils créent de la performance. Et pour nous, c'est logique que la gestion soit rémunérée. Oui, un travail. Et ça rémunère un vrai travail. Et je préciserai que les 0,6%, on est plutôt dans la moyenne basse du marché en termes de frais de gestion sur un fonds euro. Ok. Une question de Pierre L. Je suis client Quorum Life. Je me demande si je bénéficie des plus-values qui sont distribuées par les SCPI Quorum. Absolument. Vous bénéficiez de tous les revenus distribués par les SCPI, que ce soit le dividende mensuel ou les plus-values. Ok. Merci Amandine. J'espère que ça a été clair. Xavier F. Que deviennent les parts de Quorum Butler Entreprise au sein d'une assurance vie en 2029, donc à la fin de ce fonds daté, comme l'a expliqué Alexis tout à l'heure? Alors, on n'a pas décidé. C'est la vraie réponse. Ils seront transférés sur un autre fonds. Si on a à ce moment-là un autre fonds daté, ce sera une destination logique. Sinon, ça pourra être un autre fonds obligation. Voilà. Mais on décidera une fois qu'on pourra vous donner plus proche de l'échéance. Ok. On a encore un petit peu de temps, merci Philippe, effectivement. Une question pour toi, Alexis, de Cyril B. Comment est composée votre équipe obligataire? Alors, c'est l'équipe de gestion. C'est une équipe d'une quinzaine de personnes aujourd'hui. Je l'ai dit pour les gérants qui interviennent sur la gestion des fonds d'obligation. Ils interviennent sur ce marché depuis sa genèse, donc c'est un vrai savoir-faire. Le patron de l'équipe est un ancien économiste, donc il y a une vraie vision aussi du contexte, de l'environnement dans lequel on se situe. Et ils sont, je ne sais pas si on peut le dire, mais ils sont, je vais quand même prendre le risque, ils sont quand même même souvent sollicités par des entreprises qui envisagent d'émettre des emprunts obligataires pour avoir des conseils ou en tout cas une vision aussi de l'investisseur futur de cet éventuel emprunt obligataire. Donc ils sont assez reconnus par leur pairs. Je sais avec beaucoup d'humilité quand je parle d'eux, mais en tout cas ils ont un vrai savoir-faire et qui est mis à la contribution de l'épargne de nos clients. Et on peut peut-être rajouter que comme les équipes immobilières, c'est une équipe internationale, puisqu'ils ne sont pas seulement à Paris, il y a aussi une partie de l'équipe qui est à Londres. Ouais. C'est quoi le plus pour nos clients, le fait qu'ils soient à Londres? J'ai pas dit que c'était un plus, j'ai dit que c'était une équipe internationale comme nos équipes immobilières, parce qu'on a beaucoup de similitudes et de synergies. Et d'ailleurs, certains partagent nos bureaux avec nos équipes immobilières dans certains pays. Et je pensais que tu allais en revanche parler de la synergie qui peut exister entre les deux équipes, entre l'obligataire d'un côté et l'immobilier de l'autre. Sur l'analyse d'entreprise. Exactement. Qui existe, parce que pour le coup, on peut en parler. Il y a énormément d'échanges entre les équipes, puisque évidemment, on commence nous à avoir beaucoup de locataires côté immobilier. Il y a beaucoup d'entreprises à qui on prête de l'argent côté obligataire, et parfois ce sont les mêmes entreprises.
Et comme on l'a toujours dit, côté immobilier, on porte une attention vraiment particulière à la qualité du locataire, à la qualité de la signature, parce qu'il faut qu'il soit en mesure de payer les loyers. Donc on échange énormément avec les gérants crédit sur ce sujet. Ok. Visiblement, nous avons un certain nombre de questions sur l'avantage de baisser le prix de part. Catherine F, par exemple, nous dit, n'est-ce pas plus intéressant de baisser le prix de part pour avoir plus de dividendes? Alors écoutez, j'ai envie de vous dire, ça dépend de votre horizon de placement. Je pense que si on commence à rentrer dans des débats comme ça, je pense que ça ne va pas plaire à beaucoup de clients. Je pense que la majorité des clients, 99%, nous diront qu'ils préfèrent que leur capital soit protégé. Encore une fois, on ne peut pas le garantir, mais je vais vous parler, on va faire les choses différemment, je vais vous parler de moi. C'est plus simple. C'est-à-dire que si moi je confie de l'épargne demain à quelqu'un, évidemment, la première des choses, ça va être pour générer du rendement. Je vais vouloir avoir des revenus, je vais vouloir que mon épargne soit stimulée, qu'elle vive. Mais la première des choses, la prérogative numéro 1, c'est quand même que mon capital soit protégé, qu'il soit conservé. Parce que si je reviens vous voir et qu'on me dit, monsieur, non seulement vous n'avez pas gagné beaucoup d'argent, mais en plus vous en avez perdu, je ne vais pas être ravi. Donc encore une fois, nous, on ne peut pas le garantir, mais on peut mettre un maximum d'efforts dans la protection de ce capital. Et nous, notre approche chez Quorum, c'est plutôt d'essayer à la fois de protéger le capital, sans le garantir, dans la mesure du possible de le faire agrandir. C'est le but des augmentations de prix de part qui ont eu lieu dans le temps. Je rappelle, Quorum Origine, c'était 1 000 €, aujourd'hui on a 1 135 €. C'était 1 000 € en 2012. En 2012. Et voilà, et de générer du rendement par ailleurs, mais aller chercher de façon un peu artificielle du rendement supplémentaire en faisant perdre un peu de capital, c'est pas notre philosophie. Les revenus vont être les mêmes, mais le rendement affiché va être plus élevé parce que tu l'as dit tout à l'heure, le dénominateur va baisser. Mais la performance finalement elle sera la même, c'est juste que ça sera sur une valeur qui sera plus faible. C'est commercial, on va dire ça comme ça. Donc je ne pense pas, après, on peut en discuter en assemblée générale si la majorité est convaincue. Non, en tout cas, c'était pas les propos qu'on a tenus depuis plusieurs mois. Non, sur le sujet. C'est pas notre approche. C'est pas notre approche. En effet. Françoise A, donc encore pour toi, Philippe, quel est le niveau des dettes des SCPI? Tu as répondu, mais peut-être que tu peux le rappeler, le niveau d'endettement des SCPI. Est-ce qu'il y a un risque qui est dû au taux variable auquel les SCPI sont endettés? Alors, non, on peut dire la photo au 31 décembre. Oui, au 31 décembre, nos SCPI, elles sont endettées entre 10 et 15%. Donc, c'est vraiment très, très faible. C'est 10 à 15% de la valeur totale du patrimoine que représentent les emprunts. Donc, c'est vraiment très sécurisé. Si vous regardez, la moyenne des SCPI est plutôt supérieure. Est-ce qu'on a un risque lié au taux variable? Non, pas vraiment. Le seul risque que vous avez dans un marché comme celui-ci, c'est éventuellement d'avoir dans vos contrats de prêt une certaine valeur en dessous de laquelle les immeubles ne doivent pas passer, auquel cas, si jamais leur valeur baisse trop, le banquier peut venir vous voir et vous dire vous devez me rembourser le montant du prêt. Alors ça peut arriver dans un contexte comme celui-ci, ça peut arriver notamment quand il y a une grosse instabilité sur la valeur du patrimoine. Bon, nous on vient d'en parler, on voit que le patrimoine est relativement stable. Après, voilà, s'il y avait plus d'instabilité, c'est une question qui peut se poser, qui va peut-être concerner certains acteurs du marché, mais pas nous en tout cas. Ok, on a une question de Jacques H. Les arbres ne montant pas jusqu'au ciel, comptez-vous continuer à acheter de nouveaux immeubles ou à un moment donné, vous fermerez définitivement la souscription pour certaines de vos SCPI, quitte à en proposer de nouvelles? Plus il y a de parts, plus les gains repartagés sont dilués. C'est une très bonne question et je pense qu'on a déjà montré qu'on savait être très pragmatique par rapport aux conditions de marché. Dans le contexte actuel, voilà, ça fait 1 an qu'on le dit très clairement. S'il y a un moment où il faut collecter, c'est maintenant. On a réalisé où il faut faire appel à votre épargne, c'est maintenant. On a réussi à investir un peu plus d'1 milliard d'euros en 2023, un peu plus d'1,6 milliard d'euros depuis juillet 2022, qui correspond dans certains pays d'Europe à la baisse des prix au début de cette période de crise actuelle. On a une fenêtre de tir qui va pas durer indéfiniment, peut-être encore l'année 2024. On espère en profiter au maximum. Pour ça, on a besoin de vous et de votre confiance. Et voilà, on réalise vraiment, je pense qu'on réalise de bonnes affaires dans le marché actuel. Et en revanche, à partir de 2025-2026, en fonction de l'évolution du marché, on sera pragmatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un premier temps, si les taux d'intérêt baissent à nouveau fortement et que les prix de l'immobilier remontent, on rentrera à nouveau dans une phase de maîtrise de la collecte, comme on l'a fait entre 2016 et 2022. Et si on retrouve à nouveau des prix très très élevés, qu'on ne trouve plus de solution à l'échelle européenne pour investir votre épargne,
on saura potentiellement fermer la collecte. On l'a déjà dit et je le redis aujourd'hui, il n'y a aucun problème avec ça. S'il faut fermer à un moment et réaliser peut-être des plus-values, parce que si le marché repart très fort, on aura peut-être des opportunités pour de potentielles plus-values. C'est quelque chose auquel on est totalement ouvert, oui, absolument. Ok. Amandine Gérard M. Quel avantage pourrais-je attendre d'un transfert de mon PER chez Quorum? Alors déjà, chez Quorum, on va vous reverser l'intégralité de la performance des fonds qui sont logés dans votre PER. Et comme on est les seuls à faire ça, vous allez au moins gagner les frais de gestion. Après, je ne sais pas chez qui est votre PER, mais je vous invite à regarder les frais qui vous sont appliqués et la performance nette sur votre contrat par rapport aux chiffres qu'on a mentionnés un petit peu plus tôt. Merci Amandine. Question pour toi Philippe. Lucas S. qui nous demande quand est-ce que nous aurons accès aux valeurs de reconstitution pour les 3 SCPI, parce que effectivement, on a parlé de la valeur du patrimoine et de l'évolution entre le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2023, mais tu n'as pas donné de valeur de reconstitution. Non, vous avez tout à fait raison et c'est pour ça qu'on a communiqué sur l'évolution des valeurs du patrimoine, parce qu'en fait, réglementairement, on ne peut pas communiquer sur les valeurs de reconstitution tant que les comptes ne sont pas arrêtés. Donc il faut que les comptes soient arrêtés et il faut ensuite que la valeur soit entérinée en assemblée générale. Donc on espère pouvoir le faire entre fin mars et début avril. Donc quand on communiquera le fameux rapport annuel. Absolument. Vous l'aurez au moment de la communication du rapport annuel. Avec les éléments qu'on vous a donnés, c'est-à-dire l'évolution des valeurs de patrimoine. Voilà, donc, normalement, vous avez -2, +1. Vous savez où on était l'an dernier, vous devez savoir à peu près où on se situe. Mais dès qu'on le pourra, évidemment, on le communiquera. Nous, on ne demande que ça. Ok, merci. On a un peu débordé. Je vais poser une dernière question de Florian G. Pour toi, Amandine. Est-ce qu'une amélioration de l'ergonomie de notre espace épargnant est prévue pour Quorum Life? Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, oui. Je sais qu'aujourd'hui, l'ergonomie est très limitée. On n'en est pas fiers chez Quorum Life. Les équipes Quorum travaillent d'arrache-pied depuis des mois et votre nouvel espace client va arriver dans les prochaines semaines. Voilà, ça arrive assez vite. Et il sera évidemment beaucoup plus ergonomique. Vous pourrez y faire des opérations, etc. Ok, eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je suis certain, même si je n'ai pas accès directement au fil de discussion de votre page internet, qu'il y a encore plein de questions. On a dépassé, alors une dernière, on me dit une dernière, Gilles G qui demande, c'est pour toi Philippe, certaines SCPI sont sans frais d'entrée, pouvez-vous vous aligner? Alors, je pense, c'est pareil, je ne m'exprime pas au nom de tous les associés, mais je pense que tous les associés qui ont payé des frais d'entrée jusqu'ici ne seraient pas forcément ravis si on s'alignait. Je pense que ce sont des stratégies différentes. Il faut regarder les frais dans leur globalité, on en a déjà parlé. Nous, on a des frais, c'est assumé. Dans le contexte actuel, honnêtement, on est même content d'avoir des frais, parce que le fait d'avoir des frais, c'est aussi une certaine protection. Ça donne les moyens de faire cette gestion. Exact. Alors déjà, ça donne les moyens de faire cette gestion. C'est vrai qu'on a une gestion européenne, et je rappelle, je pense qu'on est parmi les seuls à avoir vraiment des équipes partout en Europe. Et de ne pas externaliser ça c'est un premier point. Ensuite, d'une certaine façon, ça vous protège aussi sur ce qu'on appelle la liquidité. Qu'est-ce que c'est que la liquidité des SCPI? On en parle souvent, notamment dans le contexte actuel. Vous avez un problème en SCPI quand vous avez beaucoup de porteurs qui veulent tous sortir au même moment. Parce que du coup, il risque d'y avoir ce qu'on appelle des parts en attente, c'est-à-dire des gens qui demandent à être remboursés et qui ne le sont pas tout le temps. Ça peut être le cas quand vous avez des gros assureurs au capital qui sortent, mais ça peut aussi être le cas... Parce que rappelons, que les assureurs représentent une part importante dans la collecte des SCPI et ça a été historiquement 50 ou 60%. Tout à fait, mais si vous êtes porteur, même un petit porteur que vous avez mis 30 000 euros, 40 000 euros dans une SCPI sans frais et que demain vous avez besoin de votre argent, je ne sais pas, pour un projet immobilier par exemple, ce qui arrive dans le contexte actuel, vous allez avoir beaucoup moins de scrupules à sortir et à récupérer votre argent puisque vous n'aurez pas payé de frais d'entrée. Ensuite, le second point qui est important, c'est qu'il faut regarder les frais dans leur globalité. En général, quand vous êtes sans frais, vous allez avoir un peu plus de frais de gestion. Vous allez avoir ce qu'on appelle des frais d'acquisition, qui sont finalement une sorte de frais de souscription, puisque quand il y a une souscription qui est faite sur une SCPI, c'est pour investir l'argent, la performance est faite via l'investissement, donc des frais d'investissement, ça revient finalement à des frais de souscription, donc il faut regarder vraiment les frais dans la globalité. Encore une fois, ce sont des stratégies différentes. Est-ce qu'on compte s'aligner? Non, nous on est très à l'aise avec notre structure de frais. Ok, merci Philippe, c'était la dernière question, on a un petit peu
débordé, mais il était important pour nous de répondre encore une fois à un maximum de questions. Merci à tous les trois. Merci à vous, tous ceux qui étaient, tous les participants qui étaient connectés. Il y aura un replay qui vous sera envoyé, donc vous pourrez revoir pour ceux qui ont raté certains passages. Je sais qu'il y a un certain nombre de questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre et nous vous présentons nos excuses pour cela. Le temps nous a manqué, mais voilà, nous les avons. Nous avons vos coordonnées, nous ne manquerons pas d'y répondre. Donc je vous remercie encore et nous vous souhaitons une très bonne soirée.